le fait même de la sexualité est complètement protégé contre le comique et le ridicule. Bonsoir. En 1975, c'est-à-dire il y a 5 ans, arrivé à Paris, Milan Kundera. On ne connaissait pas, on connaissait un livre de lui, La plaisanterie, et en quelques années, je dirais qu'il s'est taillé une place, non seulement comme écrivain exilé, on va y revenir, mais tout simplement comme écrivain, je dirais pas français, puisqu'il écrit en tchèque, mais un écrivain qui a un public français, et donc d'une certaine manière, on peut vous récupérer, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, au moins à ce niveau-là, puisque vous avez trouvé des gens qui vous écoutent et qui ont reconnu que vous étiez probablement un des grands écrivains de cette époque. C'est pas vous qui le dites, c'est moi. Alors je vous remercie d'être venu ce soir et de faire le centre de cette émission, puisque au fond c'est à vous qu'on va poser des questions pour savoir comment on peut rire de tout cet univers que vous décrivez et que vous voyez si bien. 4 personnes pour vous interroger, 4 amis, très franchement. Alain Finkielkraut, il est difficile à prononcer, alors c'est pour ça qu'il rigole d'ailleurs. J'ai très bien arrivé. Merci. Il est professeur et écrivain. Il a écrit déjà 3 livres, je crois, 3 romans. Ou essais. C'est des essais. C'est des essais. François Nourricier, que je ne présente pas, lui il a une grosse pile de livres. Il est critique en même temps, au Figaro. Costa Gravas, qui lui n'est pas romancier, mais qui est cinéaste et qui a fait des films que toute la France et un peu plus que la France ont vus, et puis des films d'une certaine manière qui ont une espèce de connivence avec Kundera. Et je crois que c'est pour ça qu'ils se connaissent, et ils se sont reconnus, si je puis dire. Et enfin, Anne Ponce, qui s'occupe des romans au point, et qui a aussi écrit des livres de temps en temps. D'ailleurs, ils ont tous écrit des livres, et vous n'aimez pas les gens qui écrivent des livres, vous les traitez de graphologues. Vous dites graphomane. Graphomane, hein. C'est un mot bizarrement qui n'est pas connu en France, bien que l'espèce des graphomanes est tellement enracinée en France. Vous dites que chacun écrit maintenant pour se faire des petites barrières autour de lui. Oui. Ouais. Bon, on va laisser tomber les graphomanes pour le moment. Je voudrais vous poser une question toute simple. Vous avez quitté la Tchécoslovaquie, c'est pas la peine d'y revenir, on sait pourquoi. Bon, c'est acquis. Comment est-ce qu'on s'installe dans un pays comme la France ? Non, on s'installe très bien en France. Naturellement, l'émigration a toujours quelque chose de triste. C'est tout à fait connu. C'est même déjà un cliché, n'est-ce pas ? Quand on dit un émigré, on commence à pleurer. Et on oublie un peu que ce changement est aussi, sinon surtout, un très grand enrichissement. Et en plus, vous n'avez pas eu le sentiment, en quittant Prague, de quitter un monde pour entrer dans un autre monde ? Pour vous, Prague, c'est l'Occident ? Non, naturellement, Prague est l'Occident et Paris et la France. Les Français ne se rendent pas assez compte dans quelle mesure France est un pays aimé et connu là-bas. J'étais vraiment éduqué. Surtout, les petites nations sont toujours très cosmopolites. Un Tchèque est plus cosmopolite qu'un Français parce qu'il est forcé de connaître plus, n'est-ce pas ? Alors, pour moi, la culture française, c'était quelque chose que je connais très bien. C'est pourquoi, et surtout en France, je ne me sens pas du tout dépaysé, n'est-ce pas ? Oui, mais tout de même, vous dites une chose tout à fait étonnante pour les Français. Vous dites que Prague, puis d'autres villes, probablement Cracovie, Varsovie, etc., pour vous, sont des villes qui sont des villes occidentales, et que vous ne voulez pas, j'allais dire, que nous les Comme je dis, abandonnions. Les petites nations sont plus cosmopolites, et aussi, les petites nations connaissent mieux la géographie. Les grandes nations, et c'est très connu, n'est-ce pas, ne connaissent pas la géographie. Et j'étais très étonné par cela parce que naturellement, Prague est une ville occidentale. Pas seulement que Prague est une ville occidentale, mais c'est une des 4-5 villes occidentales les plus importantes dans toute l'histoire millénaire de l'Occident, n'est-ce pas ? Un écrivain qui est venu de là-bas doit surmonter quelques grands malentendus. Un de ces malentendus est exactement ici. Et ce malentendu est causé par un terme que je déteste, parce que c'est un terme
mystificateur, et c'est le terme l'Europe de l'Est ou pays de l'Est. Parce que, qu'est-ce que c'est pays de l'Est? Par ce terme, vous avez lâché quelques pays occidentaux dans une autre civilisation. Parce que, qu'est-ce que c'est l'Occident? L'Occident, ce n'est pas le capitalisme contre le socialisme. L'Occident, c'est une culture millénaire qui est caractérisée par quelques périodes comme gothique, la Réforme, la Renaissance, etc., qui nous a formés et qui a formé une certaine mentalité qui nous est commune, n'est-ce pas? Pour un Pragois, de même que pour un Parisien. Et ce qui s'est passé après Yalta, n'est-ce pas, c'est que ces pays occidentaux étaient tout d'un coup engloutis par une autre civilisation, parce que la civilisation russe, ce n'est pas la civilisation, je ne sais pas, moins bonne, mais c'est une autre civilisation, c'est une autre histoire ancrée dans la Byzance, n'est-ce pas, qui n'a pas connu toutes ces périodes de l'évolution culturelle de l'Occident. C'est une civilisation qui s'est toujours définie par une certaine attitude anti-occidentale. Puis c'est une civilisation qui vit un autre temps, n'est-ce pas? C'est une civilisation qui n'a pas encore son histoire derrière elle. C'est-à-dire elle est beaucoup plus jeune, elle est beaucoup plus dynamique. Et après 45 ou 48, elle a un peu changé ses frontières. C'est-à-dire je suis d'un pays occidental qui n'appartient plus à l'Occident. Et non seulement que Prague est une ville occidentale, mais il faut dire encore plus, ces pays de l'Europe centrale, ce sont les pays où l'histoire moderne de l'Europe se trouve dans sa condensation. C'est-à-dire, l'histoire européenne se joue et s'est jouée exactement là, beaucoup plus qu'ici. Mais vous dites une chose tout à fait étonnante dans une des préfaces d'un livre qui n'est pas de vous, Un miracle en Bohème. Vous dites que d'une certaine manière, ce qu'on a appelé nous le printemps, avec un contresens dont vous dites qu'il est formidable, ne s'est pas passé en un printemps. Qu'en réalité, sous cette chape russe, pendant des mois, pendant des années, pratiquement depuis 48 jusqu'à 68, pendant près de 20 ans, il y a quelque chose qui s'est mis à bouillonner et qui serait le seul cas, dans ce cas-là presque, avec la Hongrie, mais qui s'est bouillonné au niveau culturel, dans la Prague, dans la Bohème, etc. Et que le printemps n'a été que l'aboutissement d'une espèce de réveil d'une civilisation. C'était le fait que ce que je vais souligner, c'est la chose suivante. Le problème, on connaît très bien le problème politique de ces pays, mais on oublie qu'il s'agit ici d'un grand conflit culturel. Que ce sont les pays exactement occidentaux qui ont son identité culturelle et qu'aujourd'hui, cette identité culturelle de ces pays est en train d'être gommée et liquidée. C'est-à-dire aussi la résistance de ces pays a surtout le caractère culturel, c'est-à-dire ils défendent sa manière de vivre, sa manière de penser, sa manière de comprendre le monde, sa manière d'écrire des livres, etc. Oui, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, je crois que vous pouvez mieux que moi poser la question, c'est comment, sous un gouvernement et une domination soviétique, sous Novotny, est-ce que cependant la culture tchèque a pu réapparaître jusqu'en 68? C'est bien ça qu'il a dit, non? C'est-à-dire, vous parlez, oui, dans cette préface, d'une sorte de dictature en décomposition qui serait celle donc, du régime de Novotny. Et qu'au fond, oui, le dégel ne s'est pas produit à Prague, mais il s'est produit avant, et que cette dictature en décomposition était finalement un État qui n'était pas aussi malheureux qu'on veut bien le croire quand on a un regard uniquement politique sur cette oui, cette la réalité. politique n'est jamais assez fort pour détruire la culture. N'est-ce pas? La culture existe, la vie existe. On ne peut pas réduire la vie seulement à la question du système politique. Ce qu'on fait en Occident, n'est-ce pas? La pensée occidentale est terriblement politisée, terriblement aveugle
à la culture. Ce que je trouve, c'est vraiment une optique perverse. C'est pourquoi on n'a jamais vu rien de ce qui s'est passé là-bas. Justement, vous avez employé un mot tout à l'heure, au fond, sur lequel je voudrais simplement insister, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes. Vous avez parlé de l'Europe centrale. Et par exemple, moi, ce mot, quand vous l'employez, ça produit sur moi une sorte d'effet un peu déconcertant, dans la mesure où c'est un terme familier, mais c'est un terme qui n'est plus employé du tout. Du tout. Du tout. C'est-à-dire que... Pour nous, c'est l'Autriche-Hongrie. Voilà, c'est l'Autriche-Hongrie. Bon, excusez-nous, mais... C'est un peu comme le Danube. Le mot même de Danube a quelque chose de folklorique ou d'opérette. Et je crois que ça veut dire, au fond, que si nous sommes victimes de quelque chose, en Occident, enfin ici, c'est pas tellement... de l'idéologie dominante, comme on a dit longtemps, c'est parce que les idéologies s'affrontent, s'entrecroisent, se succèdent, les événements aussi, mais il y a un vocabulaire qui reste. Et c'est le vocabulaire des actualités qui revient toujours pour dire des événements différents, on parle de pacte atlantique, on parle du pacte de Varsovie, on parle d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, et cette terminologie s'est implantée, et finalement c'est devenu un peu notre géographie intérieure. Ce qui fait que dire Europe centrale, moi j'ai un peu le sentiment, quand j'entends ça, d'être réveillé d'une sorte de sommeil historique. Parce que l'Europe centrale, ce n'est pas seulement un phénomène géographique, n'est-ce pas, ou même un phénomène politique, c'est-à-dire par exemple le souvenir à l'ancien empire autrichien, mais c'est vraiment une unité culturelle, c'est une des branches spécifiques de la culture occidentale et une branche qui était extrêmement importante pour la culture moderne de l'Europe. Imaginez que tout est venu de là-bas, la psychanalyse est venue de là-bas, le structuralisme qui a absolument envahi des universités françaises, n'est-ce pas? Alors nous sommes coupables à Prague parce que c'est venu de là-bas. La nouvelle esthétique du roman, d'après mon avis, est vraiment créée. Les plus grandes impulsions sont venues de là-bas, de Kafka, de Musil, de Bloch, etc. La plus grande révolution dans la musique moderne, avec Schoenberg, avec Dodecaphonie, avec Béla Bartók, d'après mon avis, la plus grande personnalité de la musique moderne. Le théâtre absurde, avant la lettre de Witkiewicz, etc. C'est-à-dire, c'était vraiment un très grand foyer de la culture européenne, de la culture occidentale. Je le dénomme l'Europe centrale. Je sais que ce terme n'est pas tout à fait exact. Comme tous les termes, c'est un terme vague. Mais je parle toujours de la culture de l'Europe centrale. Et je vais dire une chose, que ce grand foyer de la culture européenne a disparu, a été grâce à Yalta, grâce à cette annexion de ces pays occidentaux par le soi-disant bloc soviétique, autrement dit par une autre civilisation, a été complètement détruit. À cette disparition de l'Europe centrale, de ce grand foyer de la culture européenne, est d'après mon avis un des événements les plus importants dans l'histoire moderne de l'Occident. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Kundera? La guerre? Non, il ne faut pas. Non, il faut faire la seule chose, de savoir. Savoir, et le savoir n'est pas oublié, n'est-ce pas? C'est la seule chose. Mais vous laissez entendre qu'il faut faire autre chose, qu'il faut rire. Non, dans ce cas-là, bien que j'aime rire, je n'aime pas tellement rire, j'aime plutôt de faire rire que rire. Mais même ici, je ne veux même pas faire rire, parce que même avec tout sens d'humour que j'ai, ça ne me fait pas trop rire, n'est-ce pas? Alors, c'est ce malentendu, c'est disons, ce premier malentendu, disons, géographique. Quand on me dit vous êtes un écrivain, vous êtes un dissident de l'Est, alors j'ai toujours l'envie de dire c'est pas vrai, j'appartiens à la dernière génération d'une grande culture de l'Europe centrale en fin de mourir. Et vous pensez que c'est irrémédiable? Bon, je ne suis pas un prophète, n'est-ce pas? Vous avez dit tout à l'heure que la politique ne pouvait pas tuer la culture. Si c'est vrai, il y a de l'espoir. Je ne dis pas que la politique peut tuer la culture. Peut tuer. Oui, ça m'a étonné. François Nourricier. Pour essayer de revenir à l'aventure personnelle et à l'aventure d'écrivain de Kundera, moi j'aurais envie de lui poser des questions un petit peu précises pour que le public français, pour que ses lecteurs comprennent
comment son aventure s'est déroulée. Par exemple, quand avez-vous commencé à écrire? Qu'est-ce que vous avez commencé à écrire? Je crois que c'était du théâtre. Et surtout, ce que je voudrais comprendre, c'est le moment où vous avez senti que ça basculait. Le moment où la tolérance des autorités, le succès, tout ça s'est restreint et vous vous êtes senti bloqué et vous avez été conduit à ce départ en douceur, mais à ce départ quand même. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu tout bêtement comment s'est déroulée votre carrière de créateur depuis le début jusqu'à l'arrivée en France? Ma vraie carrière littéraire, c'est-à-dire, si je ne veux pas parler des choses sans importance, a commencé, disons, au commencement des années 60. À cette époque-là, j'ai écrit Risibles amours et La plaisanterie. Et c'était à l'époque où, en Tchécoslovaquie, malgré le système des Novotny, existait une liberté relativement assez grande qui est toujours assez... que les Occidentaux ne savent pas assez bien comprendre. Je comprends que ce n'est pas facile d'expliquer. Après l'invasion russe, pratiquement toute la culture tchèque a été gommée. À cette époque-là, j'ai resté encore au pays. J'ai écrit la vie est ailleurs et La valse aux adieux. Tous ces livres ont été publiés à ce moment-là en tchèque? Non. En tchèque était publié ça s'arrête à La Les plaisanterie. Risibles amours et La plaisanterie. La plaisanterie même était publiée dans un tirage énorme. Oui. Je ne sais pas, 120 000 exemplaires qui étaient épuisés tout de suite. Mais après l'invasion russe, absolument pas. On ne pouvait, non seulement que je ne pouvais plus publier, mais même tous les livres que j'ai écrits étaient écartés des bibliothèques. Pas des bibliothèques privées, mais des bibliothèques publiques, et tout simplement, je n'existais plus. Mais n'existais pas publiquement, vous savez, parce que je n'aime pas faire le mélodrame de ma vie, ça a aussi ses avantages. C'est-à-dire, c'était une époque quand je pouvais me concentrer merveilleusement à mon travail. J'ai écrit pendant cette époque de la persécution, quand je ne pouvais pas publier, quand j'étais forcé de vivre dans mon petit ermitage et de me consacrer à mon travail. Vous aviez aussi été chassé de votre travail de professeur. Oui, je chômais, c'est-à-dire j'étais absolument sans travail. J'ai gagné ma... écrit les horoscopes. Oui, sous un faux vous savez, nom. on se débrouille, n'est-ce pas? Mais j'étais pratiquement sans travail. Et je travaillais, j'ai écrit 2 romans dans une très grande concentration. Et ensuite, La plaisanterie, comme vous savez, était éditée 68 en France. À cause du printemps de Prague? Non. C'était la traduction était préparée au moins 1 an avant, mais le livre est apparu justement... C'est le hasard. Justement, c'était un hasard. Et la préface d'Aragon tient compte de... La préface d'Aragon a été écrite juste après l'invasion russe. Mais le livre était préparé, la traduction du livre était préparée depuis 1 an. En parenthèse, la traduction est affreuse. Et affreuse, maintenant Gallimard prépare une nouvelle édition avec une nouvelle traduction. Ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. Et maintenant, quand je relus ça, avec horreur, vraiment, je me suis dit comment dans cette traduction, ce livre pouvait avoir un succès. Mais c'est une autre question. Les autres livres sont traduits au contraire merveilleusement. Alors, comme ça, l'année 75, je suis venu en France. Et vous êtes venu encore sans éclat. Vous avez été invité comme professeur et vous êtes venu... Les autorités tchèques étaient plutôt contentes que les gens comme moi partent. C'est-à-dire, je suis parti sans la moindre difficulté. Vous êtes retourné là-bas entre-temps? Non. Jamais? Non, jamais. Ensuite, à cause du dernier livre, j'étais déchu de mon nationalité. Alors, comme ça, c'est pour toujours, n'est-ce pas? Je ne pouvais y revenir. Et vous êtes parti beaucoup. J'ai été étonné du chiffre. Oui, le chiffre, naturellement, le chiffre est inexact parce qu'il n'y a pas de statistiques. Mais d'après mes je crois que c'est à peu près 120 000.
C'était gens énorme. qui sont On n'a pas entendu qui ont parler. quitté le pays. Et est-ce que je peux continuer à poser les questions chronologiquement, au fond? Oui, oui. Maintenant, ce qui me passionne, c'est l'arrivée en France. Oui. Vous avez découvert l'université française, vos lecteurs en France, peut-être plus ou moins le milieu littéraire, plutôt moins que plus, je pense, mais un petit peu quand même. Alors, comment tout ça a-t-il été vécu par vous, reçu par vous, comme on dit? Oui. Je ne vais pas en parler en détail parce que je ne crois pas que c'est tellement intéressant. En réalité, je peux vous dire que ce sont vraiment les années heureuses de ma vie. Les années heureuses de ma vie. Pourtant, vous n'êtes pas très... Mais pourtant, j'ai fait l'effort du français. Non, vous n'êtes pas très tendre avec l'Occident version française. Oui. Parce que votre dernier livre, par exemple, disons, adjoint cette expérience-là, et ce qui n'était pas présent dans les livres précédents. Et il y a une qualité dans ce livre qu'il faut bien nommer par son nom, c'est une certaine méchanceté à l'égard précisément du climat français, de la façon d'être, une méchanceté très satirique, où tous les protagonistes, si vous voulez, de ce pays sont assez ridicules. Bon, on parlait tout à l'heure de la graphomanie, c'est là que vous en parlez, cette manie que les gens ont d'écrire, et au fond, qu'ils soient graphomanes ou non, ce sont toujours des personnages tellement plongés en eux-mêmes qu'ils ont perdu le souci de l'autre. Et cette absence d'écoute là, les rend un peu bêtes. Il y a une espèce de bêtise en France, selon vous. Est-ce que c'est vrai? Bah, allez-y. Vous l'avez dit, je n'aime pas faire les commentaires de mes livres, n'est-ce pas? C'est toujours parce que... Bah, vous dites quelque chose, par exemple, sur l'érotisme, je ne veux pas en parler beaucoup, parce que c'est une manie maintenant, mais d'ailleurs vous la relevez. Enfin, vous dites que les Français ont tellement de choses à faire qu'il y a 2% d'activité érotique en France, alors qu'il y a 40% à Prague. Alors ça, c'est une information qui peut les faire se lever, parce qu'ils ne savaient pas, puis ils sont très fiers. Oui, non, il y a un certain mythe français qui ne répond pas tout à fait à la réalité, mais naturellement, en tant qu'observateur, on est toujours méchant. Chaque écrivain est méchant, n'est-ce pas? C'est pas seulement les femmes pensent qu'on est méchant contre les femmes, les Français. C'est-à-dire quand vous voulez démystifier les choses, quand vous voulez rompre les idées reçues, alors vous êtes toujours un peu méchant, n'est-ce pas? Et naturellement, dans le dernier livre, je suis très heureux que vous en avez parlé parce que ce sont les passages que j'aime le plus peut-être dans ce livre. C'est le dernier chapitre, ce chapitre dont vous avez parlé où je parle, où tout d'un coup l'Occident entre en scène parce que tout d'un coup c'est une bizarre confrontation de deux expériences, d'une expérience de là-bas et d'une expérience d'ici, n'est-ce pas? Parce qu'on voit cette femme là qui s'appelle Tamina, et qui veut simplement que des papiers importants pour elle soient rapatriés de Prague et qui donc demande à certains Français qui veulent faire le voyage de l'aider et ils acceptent d'abord, ils refusent ensuite. Ils ont une attitude d'incompréhension. L'un d'entre eux qui s'appelle Hugo, si je me souviens bien, qui la drague, ne comprend pas la nature de ces papiers. Elle ne peut même pas le lui expliquer parce que dites-vous, dans ce pays, pour se faire comprendre, il faut tout simplifier. Il croit que c'est des documents politiques parce que si elle lui dit que c'est des documents politiques parce que c'est la seule chose qu'il peut comprendre. Tiens, ça peut-être que des documents politiques. Tel autre personnage, qui est Bibi, obsédée par l'idée de faire un roman où elle résumerait son expérience intérieure, dit qu'elle va à Prague et puis décide ensuite capricieusement d'aller en Irlande, sans évidemment sentir ce qu'il peut y avoir dans le personnage de Tamina. Et c'est assez pathétique de voir cette espèce d'indifférence qui peut prendre l'allure de la curiosité polie. Mais ces gens-là sont tellement obsédés d'eux-mêmes qu'au fond, Tamina leur reste absolument opaque. François Nourricier. Est-ce que, puisque ça c'est la première apparition en effet de l'Occident dans vos livres, est-ce que vous avez dit des dates l'expliquent très bien, est-ce que l'Occident va prendre davantage de place maintenant? Parce que on se trouve devant 5 livres dont plus des 4/5 sont entièrement vécus en Tchécoslovaquie, fût-ce par la mémoire. Oui. Et puis, bon, il y a cette petite apparition de l'Occident. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous dans votre inspiration, dans votre réflexion, dans votre création? Je me demande, je ne sais pas exactement parce que je suis en train de faire quelque chose, mais en tout cas, cette connaissance de la vie ici
c'est un enrichissement et ça. Naturellement, l'expérience fondamentale pour moi, c'est l'expérience qui est enracinée dans mon enfance, dans toutes ces... Mais tout d'un coup, il y a un autre point de vue géographique qui, tout d'un coup, complique les choses, n'est-ce pas? C'est comme un tableau cubiste quand vous voyez une chose de plusieurs points de vue. Et je cherche, c'est une question technique dont je ne vais pas trop parler, n'est-ce pas? Trouver dans mon roman un espace géographique très vaste. Et je cherche la technique, comment rendre dans le roman ce vaste espace géographique, sans, disons, faire une intrigue qui embrasse, je ne sais pas, Prague, etc. C'est plutôt par digression, oui? C'est plutôt par mélange d'essais et de l'histoire, etc. Mais ce sont les choses sur lesquelles je suis en train de travailler, mais certainement... Vous le faites déjà, d'ailleurs. Dans le livre du rire et de l'oubli, par variation, comme la musique. Il y a un paragraphe qui est un récit, et le paragraphe d'après est un morceau d'essai. Mais justement, où vous commencez à vous prendre au sérieux, comme l'esprit de sérieux est ce que vous détestez le plus, si j'ai bien compris. Ça, chaque fois que ça arrive, vous le liquidez, on repasse à la dérision. Oui, c'est ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, cette polyphonie, pas seulement des différentes lignes épiques, mais aussi la polyphonie des différentes genres, n'est-ce pas, c'est-à-dire essais, moquerie, un passage philosophique, disons, très sérieux, une anecdote, une blague, etc. Et rendre, et naturellement, faire ça comme une unité, n'est-ce pas? Mais ça c'est le point de vue technique. Oui, mais vous disiez tout à l'heure, l'expérience fondamentale, ça reste la Tchécoslovaquie, l'enfance, la formation. Est-ce que la découverte du relatif aveuglement de l'Occident, du grand égoïsme de l'Occident, du refus d'entrer dans le détail, du goût de simplifier, est-ce que tout ça ne va pas être aussi une expérience fondamentale? On vous attend là. C'est une expérience très importante, n'est-ce pas? Vous le voyez, n'est-ce pas? Parce que je suis absolument choqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui me choquent, malgré tout mon amour pour la France, et malgré tout mon bonheur personnel, il y a beaucoup de choses qui me choquent. Vous les avez nommées, n'est-ce pas? Cet esprit politisé, cet égocentrisme qui est lié à cet esprit de la politisation, bizarrement, ce qui est dans ce personnage de ce Hugo dans Tamina. Alors, toutes ces choses-là, c'est une grande expérience, mais quand même, l'expérience poétique, c'est-à-dire la source de votre fantaisie, de votre imagination, sont là-bas, n'est-ce pas? Mais c'est, disons, une autre optique, c'est un enrichissement de mes connaissances, de mon savoir. Instagram, vous voulez dire quelque chose? Non, moi, je voudrais faire simplement une réflexion qui est en même temps une question sur l'œuvre sur Milan. Je crois qu'avec Solzhenitsyn et Zinoviev, Kundera est le troisième, le premier, enfin je ne vais pas les mettre dans l'ordre, les trois grands écrivains qui ont parlé de ce qu'on appelle de l'Est. Ce sont des œuvres complètement différentes, mais à mon avis donnent l'image complète. Est-ce que le fait que Milan a parlé d'une manière, disons, plus ironique, à travers le rire, disons. Est-ce que c'est un trait de caractère tchèque, ou alors c'est parce que c'est de cette manière que les Tchécoslovaques vivent le phénomène, disons, socialiste, entre guillemets, ou communiste? C'est premièrement mon trait personnel, j'espère, n'est-ce pas? Et peut-être, parce que je ne vais pas être égocentrique, bien que je voudrais m'approprier cette qualité, n'est-ce pas? Alors c'est peut-être une autre... C'est une autre optique voir de l'histoire. Solzhenitsyn est pathétique, tragique
Tandis que, par exemple, la plaisanterie, c'est Zinoviev est parfois drôle comme vous. Ah, j'espère que c'est une autre drôlerie. Il n'est pas drôle, il est logique. Les cafards qui sont derrière la porte, qui grossissent en bout, c'est pas mal. Un peu uniquement satirique. Ah oui, c'est ça, entièrement noir. Mais dans une de vos interviews, vous disiez « Un jour, les Français ne comprennent pas que Kafka, pour nous, Tchèques, est un écrivain comique. » Ça, c'est quand même une révélation. Oui, Kafka n'est pas un auteur comique, mais Kafka a une dimension comique extrêmement importante, qui est effacée un peu par la traduction et qui est effacée aussi par la façon de lire Kafka. Et vous savez, quand la guerre 1914 a éclaté, alors Kafka a écrit dans son journal l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, après-midi la piscine. Et un autre écrivain de Prague, Hašek, qui a écrit Un brave soldat tchèque, alors tout ce roman, c'est un grand persiflage, c'est une grande moquerie, pas seulement de l'Empire austro-hongrois, mais c'est une grande moquerie de l'histoire. C'est-à-dire, ce petit pays n'avait jamais cette ambition de s'identifier à la grandeur de l'histoire. Ils ne pensaient jamais qu'ils ont une grande mission historique. Ils étaient toujours plutôt les objets de l'histoire que les sujets de l'histoire. Aujourd'hui, la Russie, c'est le sujet de l'histoire. Ils font l'histoire, mais nous, qui sommes occupés, nous sommes objets de l'histoire. C'est-à-dire, c'est vraiment une autre optique. C'est l'optique d'une petite nation. Et je crois qu'il y a un certain humour, c'est-à-dire une certaine attitude envers le monde, envers l'histoire. L'histoire, n'est-ce pas, d'après la tradition européenne, d'après la tradition de Hegel et de Marx, c'est le domaine du sérieux. On peut se moquer des amoureux malheureux, on peut se moquer je ne sais pas de qui, on ne peut pas se moquer de l'histoire. L'histoire, c'est le sérieux. Et je crois que l'histoire était attaquée, bizarrement, cette conception du sérieux de l'histoire était attaquée par Kierkegaard, un ressortissant d'une petite nation, et par Kafka et par Hašek, qui ont absolument détrôné le sérieux de l'histoire. Parce qu'ils ont posé la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est vraiment tragique? Est-ce que l'histoire n'a pas quelque chose de ridicule? Alors, peut-être dans ce sens-là, si je ne veux pas être égocentrique et possessif et dire que tout est de moi-même, si je dois me réclamer d'une tradition, alors je me réclamerai de cette tradition, de cette optique de petites nations qui ont un certain humour tout à fait spécifique. Cet humour est souvent mal compris, par exemple même en France, qui est un pays qui a naturellement un grand sens d'humour, mais c'est un autre humour. Les Français sont très sérieux, parce que l'humour, pourquoi on est irrité souvent aussi par mes livres? Parce qu'il y a une certaine conception du comique qui ne cède devant rien. C'est-à-dire, pour moi, comique, ce n'est pas pour amuser quelqu'un. C'est pas, ici, il est tragique, et là, il y a comique pour amuser les idiots. Mais le comique est une dimension de chaque situation humaine. Nous ne sommes pas soulagés par le comique, mais nous sommes persécutés par le comique. Le comique nous démasque. Le comique se moque de nous. Et je crois que c'est une autre vision du comique. Et c'est pourquoi, souvent, on me dit que je suis cynique. Parce que on rit là où il ne faut pas rire. C'est-à-dire que vous riez souvent, en effet, de choses sur lesquelles l'unanimité larmoyante veut que l'on s'attendrisse. C'est pour ça que je parlais de ça, c'est typiquement français. C'est vrai qu'on ne mélange pas les choses. La majorité larmoyante ou la minorité veut qu'avec les choses tristes, on pleure, avec les choses, il faut que les choses soient drôles, absolument. Or, les gens, bien sûr, le comique est partout, il suffit d'y regarder. Et là, par exemple, dans l'œuvre
de Kundera, cette espèce de méchanceté salutaire dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait précisément de s'attaquer à une sorte de consensus pleureur, et notamment à propos de la maternité ou à propos de l'enfance. Ou à propos de la poésie. Moi, je dirais que c'est de la tendresse. Oui, c'est une certaine. Enfin, la méchanceté, elle est là dans la mesure où précisément. Pas tout à la fois. Ce ne sont pas des qualificatifs que j'appliquerai au livre de Kundera, c'est plutôt le scepticisme et le relativisme des choses et la merveilleuse complexité des choses. Mais si vous voyez ce personnage de la mère, tout de même, dans La vie est ailleurs, c'est une mère absolument terrible, qui écrase son poupon sous le désir préfabriqué qu'elle a. Et vraiment, elle le bâtit avec sa nostalgie. Et sa nostalgie, c'est d'en faire un poète. Mais vous pouvez écrire le même personnage sans changer l'histoire, sans changer son comportement, comme un personnage mélodramatique. Oui, c'est qu'elle n'est Et seulement en ajoutant quelque chose, vous trouverez là-bas une dimension terriblement comique. Et c'est pas, on a raison, c'est pas la méchanceté, mais c'est la question des mots, n'est-ce pas? Disons, la méchanceté, c'est ce qui a l'air d'une méchanceté. Je crois que c'est. Attendez, je voudrais faire deux remarques. C'est la compréhension. Oui, Kundera. D'une part, vous réduisez le jugement sur la médiocrité de l'histoire et son caractère grotesque à un jugement ou personnel ou des petites nations. Or, en réalité, vous pensez profondément que les petites nations disent la vérité universelle et que contre Hegel, l'histoire est grotesque. Non, je ne le pense pas, parce que je ne pense pas que j'ai le monopole de la vérité. L'écrivain a toujours conscience de ses limites, n'est-ce pas? Je ne suis pas un philosophe qui fait un système et qui croit à son système. Chaque romancier écrit ses livres plutôt comme une grande hypothèse, plutôt comme une grande question qui est jetée en face du monde, n'est-ce pas? Plus cette question est grave, tant mieux. Je crois que, pour moi, le roman, c'est une grande question. Naturellement, on peut se demander qui va répondre à ces questions. Mais il y a toujours assez d'idiots qui vont répondre, parce que les idiots savent tout. Seulement, c'est-à-dire la sagesse du roman est exactement dans son ignorance. C'est-à-dire, je sais que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense. C'est, disons, l'éternel message de tous les Oui, mais romans. quand vous dites on peut prendre tel personnage et le décrire d'une autre manière, c'est pas tout à fait honnête, je crois. Parce qu'effectivement, on peut en faire un personnage d'Alexandre Dumas et ça sera aussi une mère. On peut le mettre dans Zola, la mère, elle marche dans tous les coins. Bon, mais vous avez choisi, vous, de dire ça, et c'est ça qu'on entend. Ça veut bien dire qu'il y a un rapport entre votre choix et ce qu'on entend comme étant, je dirais pas une vérité universelle, mais pour cette époque-ci, pour l'endroit du monde où nous sommes, quelque chose qui résonne enfin de manière correcte. On entend Prague d'une manière nouvelle. On entend la dissidence, je vous aimais pas le mot. Et votre refus des mots est aussi quelque chose de bien intéressant à analyser. Oui. Quand vous dites les rebelles afghans, à partir du moment où on les a appelés rebelles, on les a mis déjà hors de l'histoire. Oui. Là, vous reprenez l'histoire de l'autre côté. Vous faites attention aux mots. Pas uniquement comme un romancier, mais aussi comme un homme qui est dans la politique, même si vous la démasquez. Oui. Pardon, oui, nourricier. Quand Sufer dit « vous faites attention aux mots », je trouve que ça, on a envie de vous poser alors là une question très très précise. Moi j'ai tendance à croire qu'on fait un petit peu la littérature de sa langue et de sa terre. Et vous le pensez aussi, vous êtes dans une tradition, bien. Aujourd'hui, vous êtes un écrivain tchèque qui vit à Paris ou en Bretagne, qui continue d'écrire en tchèque, et dont les livres n'existent que traduits, j'imagine, dans 12 langues. Est-ce qu'il existe des livres de vous, pas un manuscrit, mais des livres en tchèque? Non. Ou est-ce qu'il y a, en émigration, il y en a. Bien. Mais on se pose des questions. Moi, je pense aux cinéastes, par exemple, qui sont dans la même situation que vous. Votre ami et votre élève Forman, il est devenu un cinéaste américain. Polanski, le Polonais, il est devenu un cinéaste cosmopolite. Kosinski, l'écrivain, le Polonais, il est devenu un écrivain américain maintenant. Quelle est l'aventure qui, à vous, va arriver? Est-ce que vous pouvez envisager
de travailler directement dans une autre langue? Non, non. Vous ne pouvez pas? Non, je suis trop vieux. Alors, Non, vraiment, c'est pas possible. La langue, c'est pas possible. La langue, je peux, à la rigueur, écrire un article ou un essai en français. Même ça me fait un plaisir fou de réussir ça. Des débats, vous l'avez Des fait. débats, c'était écrit directement en français. Ah Mais bah, un dites donc, roman, ça va pas mal. Un roman, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est Joseph Conrad qui a quitté la Pologne. choisi. Il avait, je ne sais pas, 16 ans. Oui. Il avait 16 ans quand il a quitté. Alors ça va. Et il a commencé d'écrire, je ne sais plus, entre 30 et 40. Il était aussi, je ne sais pas, c'était à peu près à 20 quand il avait 20 Nabokov, 20 ans. il y a toute une part de l'œuvre en russe. En russe, oui. Mais il aurait pu aussi choisir le français, c'était un cas très particulier. Anne Ponce. Moi, je voulais demander à Milan si la contrepartie de ce scepticisme dont nous avons beaucoup parlé ce soir, ça n'était pas la nostalgie de la beauté. C'est un thème qui me frappe beaucoup, qui revient de livre en livre, et sur lequel vous vous arrêtez avec beaucoup d'intensité, comme si vous mettiez le récit entre parenthèses. Il y a dans la valse aux adieux la rencontre de Jacob avec cette femme belle, dont il se dit, après l'avoir vue, qu'il a raté sa vie et que peut-être la beauté est plus importante que la vérité. Il y a cette très belle chose dans le livre du rire et de l'oubli, sur la nouvelle de Thomas Mann et ce petit anneau d'or qui tombe dans une coupe d'argent, et vous expliquez que Thomas Mann le fait résonner et qu'il est le diapason du silence pour qu'on puisse entendre la beauté. Et il y a dans cet article de débat dont nous parlions, Prague qui disparaît, comme la beauté disparaît. Est-ce que le romancier, enfin une partie de votre travail, l'autre étant de travailler sur l'oubli, ce n'est pas de capter la beauté? Et est-ce que ce n'est pas la contrepartie de ce scepticisme ou de cette méchanceté, comme dirait Alain? Oui, vous savez, on est méchant, on est sceptique, on est ironique, mais il y a toujours quelque chose qui existe pour vous, une valeur. C'est-à-dire, je ne suis jamais cynique envers les valeurs. Et si je suis méchant, c'est plutôt pour démontrer qu'il n'y a pas les valeurs là où on pense qu'il existe, n'est-ce pas? Parce que je pense, pour revenir encore à ce que vous avez dit, je pense que vraiment un des mal de notre époque, ce sont les illusions lyriques. Cette mythisation on voit ça dans l'histoire, la mythisation de la révolte, et aussi la mythisation dans la vie privée, la mythisation de la maternité. Alors là-bas, j'ai grand envie de démontrer ce qui se cache derrière ces choses-là. Mais je ne crois pas que je suis cynique envers les valeurs, et je n'étais jamais cynique envers la beauté. Au contraire, il me semble souvent que dans ce sens-là, je suis un peu à la vieille mode, c'est-à-dire même ce mot beauté qui est démodé, n'est-ce pas? Je crois que les derniers qui ont encore parlé de la beauté étaient les surréalistes. Ensuite, on ne parle plus de la beauté, au contraire, ça a devenu quelque chose qui n'a rien à voir avec la littérature. Tandis que pour moi, la littérature, ce n'est pas la confession, ce n'est pas le succès d'année de la sociologie. Je déteste la littérature politique, je déteste la littérature qui fait la propagande. C'est pourquoi je refuse le terme de dissident, parce que je me trouve tout d'un coup dans une mauvaise perspective. Aujourd'hui, j'ai lu, on a écrit sur la plaisanterie, ce qui était pour moi toujours le roman de l'amour. C'est le roman d'amour. Et on a écrit, je ne sais pas, on dit toujours la dénonciation féroce du stalinisme. Mon Dieu, la dénonciation féroce du stalinisme, ça peut faire n'importe qui. C'est déjà une telle lapalissade que ça ne vaut pas là, ça ne mérite pas d'écrire un roman, n'est-ce pas? Alors cette simplification des choses m'a conduit à refuser ce terme de dissident parce que je suis un écrivain, pas un politicien. Mais en ce qui concerne... alors je voulais dire, pour moi, le travail sur le roman, pour moi, disons, la fonction esthétique du roman, c'est-à-dire la beauté du roman, c'est-à-dire l'élaboration polyphonique du roman, cette beauté, et d'autant plus que la beauté aujourd'hui me paraît disparaître de
de nos conceptions du monde et même de la réalité. N'est-ce pas? Imaginez que nous vivons par exemple dans une laideur acoustique perpétuelle. Nous vivons vraiment dans la laideur. Hein? Alors, Solzhenitsyn fait la même réflexion Oui, de la exactement. vie aux États-Unis. C'est très frappant, cela. Nous ne l'entendons plus, nous. alors cette nostalgie de la beauté, c'est peut-être quelque chose qui équilibre ce que vous avez dénommé au juste titre ou non pas au juste titre, je ne sais pas, la méchanceté. Oui, enfin, Mais je ne sais pas si vous êtes méchant, mais par exemple, quand vous décrivez les scènes érotiques, on peut en parler parce que vous en parlez quand même beaucoup. Et alors là, il y a un retournement total, c'est-à-dire que vous prenez l'érotisme, vous allez jusqu'au bout, et il devient d'une absurdité absolue. Oui, Une femme qui se déshabille et qui est devant un homme, elle ne regarde que ses chaussettes. Et à partir du moment où elle regarde ses chaussettes, j'allais dire que les sexes tombent. D'ailleurs, c'est la fin d'un de vos livres. C'est la frontière entre l'amour et le rire, ça vous le dites très bien, non, je ne sais plus lequel. Oui, Pardon, c'est dans le dernier livre, c'est un des sujets qui me fascine, n'est-ce pas, la métaphysique de la sexualité, n'est-ce pas, cette frontière fragile entre l'excitation et le ridicule. Et nous sommes posés justement sur cette frontière-là, alors c'est un Et des... vous avez l'impression qu'on bascule dans le ridicule. oui, qu'on bascule Non, dans le il y a ridicule cette- un peu à cause du thème, Mais non, un il peu... n'est pas si méchant que vous le dites. Il y a cette très belle scène où l'amant se retient de rire parce en voyant se déshabiller sa maîtresse, parce qu'il sait très bien que s'il commence à rire, ils ne pourront plus faire l'amour. Oui, mais le fait qu'il ait envie de rire, ça Non, mais ce qui ça se marche déjà pour moins bien. Quand chaque fois qu'on voit quelqu'un se déshabiller, on a envie de rire, non? C'est pas quelque toujours. chose de Bah, tellement- donc, Non, mais il y a- C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le rire ou le sérieux, c'est-à-dire que quand on fait l'amour, on ne peut pas rire. Il n'y a rien d'autre. Non, c'est Au pas contraire, vrai. les Vous choses se savez, mélangent C'est complètement. pas vrai, il y a une Non, complicité qui les peut- ridicules, une les ridicules, un complicité amour est permanent. qui Il y a- peut il y a s'adjoindre le- le rire. il y a votre thème des deux rires. Vous savez, même que l'histoire était toujours protégée du rire, alors la sexualité était toujours protégée du rire. On s'est moqué des histoires chez Boccace, n'est-ce pas? Il y a les histoires qui sont très amusantes, très à rire, mais le fait même de la sexualité est complètement protégé contre Ouais, ça, le comique et le ridicule. Et la sexualité, je n'aime pas parler de ce sujet. Je Non, suis mais- trop mais non, discret. non. Mais parler des tabous Mais- qui ont Mais là, disparu et qui ont tué la sexualité a aussi cette frontière entre, comme je dis, entre l'excitation et le ridicule. Au fond, finalement, moi, ça veut dire d'une certaine manière que l'un des titres qui pourrait s'appliquer à toute l'œuvre ou à une partie de l'œuvre, parce qu'au fond, il ne faut pas non plus faire à notre tour travail de simplification, c'est le titre d'un livre que moi j'ai personnellement absolument adoré, c'est Risibles amours, un recueil de nouvelles. Et au fond, effectivement, l'une des critiques que vous faites à la conception occidentale ou de la sexualité, c'est cette espèce de sérieux très fort qu'il y a justement dans l'idée de la libération sexuelle, dans l'idée de la révolution sexuelle, c'est-à-dire cette manière qu'on a de transplanter à l'intérieur du domaine érotique, du domaine amoureux, des catégories de l'histoire. Et l'histoire politique. l'orgasme qui devient une sorte de finalité en soi, finalité à la fois hygiénique et politique. Et au fond, Risibles amours, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est une façon de montrer que l'amour peut échapper d'une part au sérieux de l'histoire, et on voit des personnages, par exemple dans votre œuvre, qui sont pris dans des engrenages terribles et qui tout d'un coup ont un souci amoureux. Et par exemple, dans le livre du Rire de l'oubli, il y a Mirek, qui est un personnage qui en grand danger. Il est suivi par la police secrète. Et qu'est-ce qu'il va faire au moment où il est suivi par la police secrète? Au mépris de sa propre sécurité, il va rechercher chez une femme qu'il a aimée des lettres dont qu'il veut s'approprier. Et pourquoi veut-il se les approprier? Pas parce que cette femme est restée communiste, pas pour des raisons politiques, encore qu'il se serve à un moment de cet alibi, mais tout simplement parce que cette femme était laide et qu'il a honte d'avoir eu une aventure dans un lointain passé avec une femme laide. Alors il veut arranger son passé un peu de la même manière que les hommes au pouvoir à ce moment-là veulent arranger le passé de chèque. Mais il y a toujours... Parce qu'il dit que ce qui compte pour la vie d'un homme, c'est pas du tout d'avoir été aimé par des femmes, mais d'avoir été aimé par des femmes belles. Belle, oui. Oui, Ce qui est assez... c'est une réflexion Mais assez belle. les femmes ne recherchent pas les bels hommes, mais les hommes qui avaient les belles femmes. À peu près, non? Oui, Oui. c'est ça. Vous avez quand même pas une vision Une grande très sagesse. gaie de l'homme et de la femme, quoi. Tchèque ou français, de toute manière, ils vous paraissent quand même assez durs à supporter. Et pourtant,
Quand on est avec vous, on est plutôt bien. Mais avec ses livres aussi, moi je pense que ses livres, ses personnages sont pleins de tendresse. Et lui-même, il a plein de tendresse plein de tendresse pour ses personnages. Et il les traite de cette manière. Et que s'il voit à tous leurs côtés les chaussettes pendant qu'on fait l'amour, c'est parce que ça nous est arrivé à tous de regarder les chaussettes et d'essayer de les cacher à un moment donné. C'est vrai. Alors, moi je voulais demander à Milan si ça n'est pas, si un certain dogmatisme, même certains qui existent à l'Est, si on ne les retrouve pas dans nos pays d'une autre manière, notamment dans la culture, ou même de la manière d'affronter de l'Est, la problématique de l'Est. Il y a un dogmatisme, notamment celui-là, l'amour, on n'en rit pas. Je voudrais savoir l'effet que ça fait à un Tchèque qui arrive ici, à l'Occident, malgré qu'il soit lui-même de l'Occident. Le dogmatisme le dogmatisme, la présence du dogmatisme à tous les jours. Parce que dans ces pays occidentaux occupés, comme je les dénomme, n'est-ce pas, cette pression du dogmatisme officiel rend les gens extrêmement non doctrinaires et sceptiques et, disons, avec une certaine sagesse de la légèreté. C'est-à-dire ce sont les gens qui ne prennent pas les dogmes au sérieux. Là, on est au paradoxe fondamental de ce que vous écrivez. C'est que d'une certaine manière, vous dites que le dogmatisme qui pèse sur tout le monde de l'Est crée une espèce de surface culturelle en dessous de laquelle renaît la légèreté, l'intelligence, la bouffonnerie et une espèce de tragédie comique. Tandis que de notre côté, on est devenu tout idiot, libre et idiot. C'est pour schématiser. C'est vrai que, disons, la mentalité courante ici est beaucoup plus doctrinaire, se laisse beaucoup plus séduire par le sérieux des doctrines que là-bas. Et même, par exemple, si vous parlez de l'érotisme, c'est-à-dire cette façon comment on idéologise, qu'on fait l'idéologie de la libération sexuelle. Par exemple, de la libéralisation sexuelle, c'est quelque chose qui, pour moi, ne peut pas paraître ridicule, n'est-ce pas? Mais peut-être c'était une étape, ça. Enfin, oui, naturellement. On sent maintenant d'ailleurs que ça se calme énormément. Oui, c'est vrai. Mais ouais, vous faites bien de vous défiler là, parce que sinon ça, c'est sérieux. Vous allez vous faire fusiller. Mais vous trouvez que nous sommes incorrigiblement sérieux au fond? Pas incorrigiblement, mais certainement plus sérieux que... Oui, certainement l'esprit du sérieux est ici beaucoup plus grand que je n'attendais. Et vous trouvez qu'on n'a plus assez de fantaisie? Enfin, par rapport à l'idée que vous faisiez de Paris 1925, vous nous trouvez un petit peu plat? Non. Ce qui m'a, si vous voulez savoir, ce qui m'a un peu frappé, mais ce sont les improvisations où je peux dire beaucoup de bêtises, n'est-ce pas? Parce que quand on improvise, on dit toujours des bêtises ensuite. Après l'émission, je me dirais quelle bêtise tu as. Et ce qui m'a un peu frappé, parce que la France, pour le monde entier, c'est le pays de la culture, n'est-ce pas? La gloire de la France, ce n'est pas la politique, c'est même pas la grande histoire de la France, c'est surtout et surtout la culture, la peinture, la littérature, la philosophie française. Et tout d'un coup, en venant en France, j'ai constaté une chose, que la culture française contemporaine, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais son poids est beaucoup moins grand que je ne pensais. C'est-à-dire la voix de la culture contemporaine française est beaucoup plus faible que je ne pensais. Il est possible que ce soit l'une des raisons de cela, c'est qu'en France, on n'ait jamais envie d'être naïf. On n'a jamais envie d'être dupe. Et au fond, on voit beaucoup de gens qui sont dans le milieu intellectuel et qui font véritablement profession de mépriser ce que la culture peut avoir de plus académique, de plus protocolaire. C'est-à-dire quand on leur parle de l'opéra, par exemple, ils rigolent. Quand on leur parle même du mot culture, ils ne tirent pas leur revolver, mais ils trouvent le mot un peu désuet, un peu bébête. Toujours comme si, et ça c'est un trait moi qui me frappe en France, comme si l'adhésion trop naïve, trop candide aux choses était ennuyeuse, comme s'il y avait une petite ironie, donc une ironie vis-à-vis de la culture, une distance vis-à-vis de la culture, on était sûr de ne jamais être bête. François de Ruissier, vous êtes du même avis? Pas tout à fait. Je ne sais pas. Je vais vous dire, je suis un petit peu malheureux depuis quelques minutes parce que je trouve que nous disons des choses
abstraites, intelligentes, mais je me demande si elles sont très encourageantes pour les lecteurs. Et je m'aperçois que nous avons dit en commençant, Kundera, c'est un des très grands écrivains d'aujourd'hui, passons, la cause est entendue. Et ce que j'aurais envie de dire, mais vraiment de dire aux téléspectateurs, parce que il y a eu des succès, la plaisanterie et vos derniers livres ont eu un succès, mais vous pouvez conquérir énormément de lecteurs. Et une émission comme celle-ci, elle est faite pour vous faire gagner partout quelques dizaines, quelques centaines de lecteurs. Et je crois qu'il faut penser à ça. Et ce que j'ai envie, c'est de dire aux gens à quel point vous êtes un bon écrivain. Grand écrivain, ça intimide. Bon écrivain, ça veut dire allez-y, c'est formidable. Parce que vous avez une liberté extraordinaire. Vous avez intégré toutes les techniques, toutes les modes, tout ce qui se fait, toutes les acrobaties, et on ne s'en aperçoit pas. On lit une histoire, on ne sait pas qui parle, ou bien on saute à autre chose, ou bien vous apparaissez dans le récit, ou bien il y a une espèce de petite nouvelle intégrée, puis on ne comprendra qu'à la fin comment tout ça se rassemble. Et on ne pense pas à se dire, mais comment est-ce fait ? Or, c'est fait avec une extraordinaire science. Et parce que c'est une science extraordinaire, elle ne se voit jamais. On ne voit pas les boulons, on ne voit pas les coutures, on se contente de lire des histoires, de les trouver un petit peu plus rugueuses que si elles étaient faites chez nous, un petit peu plus pessimistes et noires et violentes, et infiniment plus drôles que la plupart des livres que nous faisons chez nous. Alors, je voulais simplement dire ça pour nous garder un petit peu les pieds sur la terre, c'est de dire aux gens qui n'ont lu qu'un Kundera ou qui n'en ont pas lu du tout, que, en plus, c'est une formidable affaire de le lire, une formidable affaire de lecteur. C'est pour équilibrer un peu. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je dois dire que depuis 15 jours, j'ai repris le tout, et j'ai tout avalé, et j'ai été heureux à l'intérieur d'un univers qui m'a fait voir le monde. Bon, c'est assez ennuyeux d'ailleurs, c'est assez gênant quand on est dans l'opération, si je puis dire, parce que brusquement on voit le monde avec vos yeux. Alors on voit la rue avec vos yeux, on voit la dame qui sort du métro, on voit tout avec vos yeux et on a envie de rire et on n'est pas très gai. C'est assez difficile à expliquer, mais on est immergé dans vous comme on est immergé dans tous les grands romanciers. C'est embêtant de vous dire ça devant vous. Mais... Oui, moi je voudrais ajouter justement là-dessus quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, il faut encourager les lecteurs à lire tout Kundera. Et moi je crois que l'une des qualités enfin, de cette écriture, tant pis, on va y aller pour les compliments, c'est une extrême simplicité. C'est-à-dire une simplicité absolue, je veux dire, ces romans ne résistent pas. Oui. Ils ne résistent pas, c'est-à-dire qu'il y a une grande complexité de thématiques, mais la première lecture n'est jamais difficile, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de résistance. Et je crois que l'une des raisons de cela, c'est que Kundera est délivré de cette obsession qu'il y a chez beaucoup de romanciers français, c'est l'obsession de faire moderne. C'est-à-dire, la modernité n'est pas une espèce d'impératif a priori, de catégorie, si vous voulez, à laquelle il faut se soumettre. Et pour faire moderne, alors on tend son texte à la critique avec des complexités un peu artificielles. Et ça n'y est pas du tout. Je vous donne pas la parole puisque c'est le tour d'éloge. Tant pis, on y va. Ça Gavras, allez-y. Comment est-ce qu'il vous a... Gavras. Vous m'avez raté, là. Je voulais simplement citer moi, une toute petite histoire qui est dans le lieu d'oubli. C'est un personnage... dans la place Saint-Venceslas, est en train de vomir. Un autre personnage passe, il lui dit « comme je vous comprends ». Et il s'en va. Voilà les livres de Kundera. Absolument. Anne pense. Non, moi je pense qu'on assiste à quelque chose de très important aussi, parce que c'est le triomphe du roman, et que le roman est tellement décrié, et c'est le triomphe du roman par rapport à la politique. Et on vit dans un milieu où c'est la politique qui est considérée comme importante, l'histoire, etc. Et ça, Milan nous prouve le contraire. C'est le roman qui mène, qui est le premier, qui passe avant toutes ces choses-là. Bah, c'est pas mal, on a dit quelque chose quand même. Hein. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord que le roman est plus important que la politique? Vous savez qu'il y avait 25 ans qu'on dit à tous les gosses français que tout est politique, que la politique est le plus important. Vous allez leur dire ce soir pour la première fois que c'est pas vrai. C'est une idiotie, n'est-ce pas? Cette surestimation de la politique, c'est une idiotie spécifique de notre époque. Parce que, je vous dis, la phrase la plus bête que je connais, c'est la phrase « tout est politique ». C'est la phrase que j'ai entendue dire ici avec une légèreté dangereuse. On oublie que c'est la devise du totalitarisme.
tout est politique. Même votre vie secrète est politique. C'est pourquoi nous pouvons la suivre. Il y a un personnage dans ton livre qui dit « Tu fais l'amour comme un intellectuel ». Il a envie de renvoyer son amant à cause de ça. Et je vous dis encore une chose, que la plus grande connaissance du monde contemporain se trouve non pas dans les écrits politologiques et sociologiques, mais aussi dans le roman. Et nous avons un peu oublié l'Europe centrale, n'est-ce pas? Mais je crois que l'analyse de la situation de l'homme dans la société qui se totalitarise, qui est manipulée, a été fait par Kafka d'une façon qu'aucun Solzhenitsyn du monde, mais Solzhenitsyn aussi un romancier, mais par exemple, Les Somnambules de Hermann Broch, c'est un roman presque inconnu, tout est là. C'est-à-dire la sagesse, la connaissance qui est contenue dans le roman est énorme. Et cette vision politisée du monde qui réduit tout à la simplicité des systèmes politiques, où vraiment la Russie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Suisse, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et pays de l'Est, ce vocabulaire qui est depuis 40 ans le même, qui ne bouge pas, qui est vraiment c'est le vocabulaire qui a arrêté la pensée, n'est-ce pas? On ne pense plus, on répète les clichés, on les répète. Quand je vois les discussions politiques ici, j'ai naturellement l'impression du déjà-vu, parce que je connais ça. Je n'ai trouvé aucune nouvelle pensée. C'est-à-dire non seulement que la politique n'est pas tout, mais la pensée politique, telle qu'elle existe aujourd'hui, est très pauvre.